Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre émission hebdomadaire d'analyse de commentaires sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs qui sont des analystes, des hommes de médias. Avec eux, nous revenons pour faire l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ensemble de sujets. D'abord, on commence par le sujet culturel, c'est le FESPACO, le Talon d'Or est connu. Il repart donc en Somalie, nous allons donc revenir sur ce sujet. Et puis nous parlerons aussi de la crise au CDP. Crise au CDP avec donc la sanction des membres de jeunesse du bureau politique et puis cette lettre de Blaise Compaoré. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire dans le pays. Et puis nous finirons aussi avec la pétition sur l'enregistrement du procès Sankara, donc pétition qui a été lancée par en tout cas ceux qui voudraient qu'on enregistre. Nous allons en parler. Puis en international, c'est la Côte d'Ivoire avec le PPA, Parti des peuples africains, créé par Laurent Gbagbo. Nous revenons donc tous ces sujets-là avec mes invités. Autour de ce plateau-là, à ma gauche, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, formateur, enseignant à l'ISTIC. Merci d'être sur ce plateau. Et puis à ma droite, Évariste Faustin Consembo, le chroniqueur média, le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la gauche d'Évariste, Vokuma Joachim, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma d'être revenu des vacances. Voilà. Et puis, enfin, dernier invité, Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'événement, un bimensuel d'investigation. Donc, avec eux, nous allons faire le tour de tous ces sujets-là qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. On commence tout de suite par le FESPACO. Actualité brûlante exige. Nous commençons donc avec cet étalon d'or qui est allé à Ahmed Kadar, qui est un Somalien, avec son film La femme du fossoyeur. Pour moi oui, bon. Les Burkinabés ont organisé pour que les autres viennent prendre, c'est ça? L'argent, le bronze, tout ça, c'est parti ailleurs. Oui, mais bon, avant de répondre à cette question, je voulais vous transmettre les félicitations et les critiques de téléspectateurs que j'ai rencontrés comme ça à Paris, qui m'ont interpellé, dit qu'ils suivent l'émission avec beaucoup d'intérêt et que sur la Côte d'Ivoire particulièrement, nous sommes assez, nous ne sommes pas équilibrés lorsqu'il s'agit de leur président Alassane Ouattara. Donc c'est un point de vue que je voulais quand même transmettre ici, les félicitations et les observations. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, sur on soit suivi et que des avis soient partagés sur la Côte d'Ivoire aussi. C'est déjà intéressant de savoir. Donc ce que nous disons ici, c'est quand même assez important. Donc il faut faire attention. Maintenant, pour revenir au FESPACO, si évidemment on n'organise pas systématiquement un festival pour gagner les talons d'or, sinon personne ne viendra chez nous, ça voudrait dire que les dés sont pipés. Mais ce que je retiens, c'est que les craintes que j'avais au début, par rapport à la polémique qu'il y a eu entre le ministère et puis la délégation générale du FESPACO sur la cérémonie d'ouverture. Voilà. J'avais un peu d'inquiétude. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Tout s'est très bien passé. On a suivi tous la cérémonie d'ouverture. Les films ont été projetés dans les salles, il y a eu du monde, j'ai pu assister à quelques projections presse. Au final, tout s'est bien passé et je suis très content que les talents d'or aillent à la Somalie. C'est un pays qui a connu des situations difficiles, une guerre dont elle ne s'est pas encore totalement relevée. Est-ce que ce prix-là va contribuer un peu à réunifier le pays, à réunir le pays, à apaiser les cœurs? Bon, c'est tout le souhait que je leur souhaite. Quant au Burkina, on va encore attendre. Depuis 1997, on n'a pas encore les talons. Mais ça nous invite à travailler un peu plus, à créer les conditions pour que nos cinéastes soient bien inspirés et qu'ils aient les moyens de produire des œuvres de qualité qui méritent les talons d'or. Parce évidemment, on ne va pas donner les talons d'or à un Burkinabé parce que c'est le FESPACO, parce que tout se passe à Ouaga. Donc, c'est la preuve aussi que le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou est un festival crédible et qui fonctionne sur des critères objectifs et scientifiques. Donc, bravo à les talons d'or, bravo aux organisateurs du FESPACO, bravo aux cinéastes, et puis bravo aussi à nos forces de défense et de sécurité qui ont assuré la sécurité tout au long de la quiétude, tout au long de ce... Tout s'est bien passé. Alors, Oulon,
On peut dire que les Burkinabés n'ont pas démérité aussi, parce que là, avec Gaderi Nocturne, le réalisateur Moumouni Sanou a remporté l'étalon du documentaire. Oui, bon, je crois globalement en matière de prix, on ne peut pas trop se plaindre. Mais bon, évidemment que le prix le plus convoité, c'est l'étalon d'or. Si on ne l'a pas, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Il faut travailler. C'est-à-dire que ce qu'on a présenté, on n'était pas à la hauteur. Parce que quand vous voyez la composition du jury, on n'a qu'un seul Burkinabé dans le jury, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu... on a tenté de favoriser X ou Y. Donc, je pense que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il semble avoir une certaine unanimité sur la qualité du film qui a été primé. C'est que ça le plus important. Et aussi comparativement à 2019 où on avait commencé à avoir des rumeurs. Vous vous rappelez quand le Rwandais a remporté en présence du président Paul Kagame, on avait voulu faire croire que c'était comme un cadeau. Bon, cette année le Sénégal était là, Macky Sall était là, mais c'est pas un Sénégalais qui a remporté. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un travail sérieux qui est fait. Et surtout quand vous regardez la composition du jury, moi je pense que c'est des hommes et des femmes de valeur quand même qui connaissent un peu le milieu et qui ont apprécié sur la base d'un certain nombre de critères. Et du reste, c'est un film qui n'était pas attendu et souvent le FESPACO, je crois que c'est un peu ça, les pronostics et même quand on écoutait un peu les critiques de cinéma, ce film, je ne sais pas s'il faisait partie de ceux qui pouvaient être primés. Je crois que c'est tant mieux. Maintenant, sur l'organisation, sur l'aspect sécuritaire, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut tirer comme bilan. En entendant peut-être qu'on puisse faire un bilan un peu plus exhaustif, on peut constater effectivement que contrairement à la situation nationale de défis sécuritaires, on a pu organiser sans incident majeur sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu octobre pour préparer le FESPACO à propos des éléments de sécurité. Donc il y a eu un travail qui a été fait. On espère qu'on aura peut-être les éléments pour apprécier. Et sur le plan organisationnel, je crois qu'il y a eu quand même un petit cafouillage, à mon avis, où ça allait un peu dans tous les sens en matière d'organisation, sur ceux qui doivent prendre la parole, sur ceux qui doivent tenir compte un peu d'un certain nombre de choses par rapport aux projections, au programme, parce qu'on a vu tantôt c'est le comité d'organisation, tantôt c'est le délégué général, après on voit c'est le président du conseil d'administration qui parle. Bon, finalement ça va un peu dans tous les sens. Or, c'est toujours bon que pour des manifestations, soit c'est le comité d'organisation qui parle, soit c'est le délégué général. Et je crois qu'à la matière pour les éditions précédentes, c'est toujours comme cela. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci on est allé un peu dans tous les sens. Bon, on a peut-être rattrapé après par la suite. Après, mais de façon générale, l'organisation est... Bon, si on écoute je crois que c'est de façon générale pour les festivaliers, je crois que je ne sais pas si c'est juste une appréciation, mais bon, les gens ont estimé que c'était bien organisé. Je crois qu'il n'y a pas eu de soucis de barge où il faut aller dans tous les sens, où les projections ne sont pas respectées. Si on s'en tient, d'accord. Alors, la question c'est pourquoi les Burkinabés n'ont pas pu avoir... Parce que c'est ce que les Burkinabés attendent. Quand on organise le Tour du Faso en cyclisme, on attend de remporter. On ne remporte pas. Non, mais football, ça ne donne pas. Bon, finalement, nous, qu'est-ce qu'on organise les choses? On n'arrive pas à... Non, je ne peut pas comprendre que le Burkina Faso, pays de cinéma et tout, chaque fois, c'est d'autres nationalités qui viennent l'emporter. Non, moi, je crois qu'il ne faut pas raisonner. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit dur avec nous-mêmes. Si on n'a pas remporté, c'est qu'on n'était pas bon. Et il faut se mettre au travail tout simplement. Il n'y a pas à se lamenter. Un pays qui organise une compétition sportive, forcément, vous ne remportez pas. Effectivement, ça peut être un élément catalyseur, un élément de motivation pour que vous dites que ça va rester ici. Mais si on n'arrive pas, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire nous n'avons pas bien travaillé, nous ne présentons pas des films de qualité à la hauteur du festival. Faisons de telle sorte qu'on puisse résoudre cette situation-là. Sinon, passer le temps à dire on organise pour que les autres, mais on rappelle tout simplement que c'est un festival panafricain. Oui, on n'organise pas et on invite les autres pour venir assister. Justement, et si pourquoi les cinéastes burkinabés ne viennent pas avec de bons films? Je crois que c'est une grande question. Oui, je crois Est-ce que l'État burkinabé qui organise le FESPACO n'est pas soucieux aussi de présenter du bon cinéma? De bons réalisateurs, de bonnes œuvres? C'est deux choses différentes à mon avis, puisque ce n'est pas l'État du Burkina qui compétit. L'État du Burkina organise
et demande à tout un chacun. On peut assister même à... Je pense qu'on peut même arriver à une édition où on n'aura même pas un film burkinabé qui sera présélectionné. Ne soyons pas étonnés. Si à ce rythme, cette année c'était un seul film. Mais on a vu les Idrissa Ouedraogo, Gaston et tout. C'est le contexte, c'est l'époque, c'est la carrure de ces hommes, c'est la compétence de ces hommes. C'est ça que je dis, il faut tirer les leçons. Il n'y a pas à vouloir polémiquer et faire, on va faire de l'amateurisme ou on va faire du sentimentalisme. Comment on organise? Si on fait ça, je crois que c'est la mort du festival parce que les gens ne viendront pas. Merci. Ali? Bon, je pense que Foukouma et Oulon ont suffisamment bien expliqué. De façon générale, bon, le FESPACO s'est bien organisé comme les éditions précédentes. En la matière, les Burkinabés sont félicités partout pour tout ce que nous faisons. Nous organisons chez nous. Nous le faisons avec beaucoup de sérieux. Et un grand remerciement aux forces de l'ordre pour avoir assuré la sécurité de ça parce que c'était quand même un point sur lequel on était un peu... qu'est-ce qui allait se passer. Bon, donc, Dieu merci, tout s'est bien passé. Il faut saluer ces hommes et ces femmes qui ont assuré la sécurité pour que les gens puissent aller au cinéma, aller dans les lieux festifs et tout ça. Maintenant, quant à la prestation même de nos cinéastes, bon, mais c'est un vieux problème. C'est qu'il y a eu la grande génération de Gaston Kaboré, de Idrissa Ouedraogo et tout ça. Gaston est encore vivant. Bon, l'âge aussi joue. Idrissa, paix à son âme, n'est plus. Bon, ce sont les deux, je crois, qui ont eu le grand prix du FESPACO. Bon, les autres sont encore chemin. Mais je pense que pour les cinéastes burkinabés, je vais me faire taper dessus encore une fois. Bon, mais il faut leur dire la vérité. Il faut qu'ils travaillent un peu le cinéma, les thèmes et tout. Voilà, je pense qu'ils rigolent un peu avec le cinéma, ils s'amusent, ils ne font pas des très, très, très grands films. On se souvient, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Dans notre pays, il y a des événements, il y a des situations, il y a beaucoup de choses, mais on dirait que ce n'est pas des observateurs de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique du pays. Ils ne regardent pas, j'ai l'impression qu'ils ont les yeux ailleurs. On a vu Abderrahmane Sissako avec Timbuktu, un film qui parlait des terroristes au Mali, avec une histoire de ballon de foot et tout ça, mais il a raflé, il a pris le prix de Yenega. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, mais nos cinéastes sont ailleurs. Je pense qu'il faut qu'ils s'intéressent beaucoup plus au cinéma, au thème, et puis ensuite à l'écriture, à la réalisation, et ça viendra. Sinon, on ne fait pas le FESPACO pour gagner le FESPACO, nous-mêmes. On fait le FESPACO, c'est un festival panafricain. Donc ce sont les meilleurs films qui seront primés, qu'ils soient burkinabés, rwandais, somaliens, autre chose. Et puis je profite pour dire merci aux Somaliens qui a gagné ce film. On sait ce qui se passe dans son pays. On sait aussi que la Somalie est un grand pays de culture, de football, de ceci, de cela. Mais avec la guerre civile qui sévit dans ce pays depuis fort longtemps, toutes ces activités-là ont pris un coup. Donc je pense peut-être que ce prix-là pourra remettre la Somalie qui, dans la géopolitique, n'existe plus trop comme ça, sinon qu'un pays en guerre aux prises au Chebab. D'accord. Évariste Konsebo, au bilan, ça fait 500 œuvres qui ont été donc diffusées, 150 000 festivaliers, 64 pays présents. C'est un challenge. C'est vrai que pour un pays comme le Burkina, en proie donc à des problèmes de sécurité, l'enjeu majeur c'était la tenue sans couac. Et ça c'était quand même, il faut le reconnaître, c'était une prouesse. Maintenant c'est vrai que moi je pense que du point de vue de l'organisation, bon, dans toute organisation on ne pouvait pas avoir des fonctionnements sans des petits accrochages, mais s'agissant quand même du FESPACO, le déroulé est là, parce qu'on a pu capitaliser depuis des décennies. Il n'y a pas 10 000 manières d'organiser. À la limite, je dirais que les procédures existent, il suffit de les dérouler, et puis en principe, sauf vraiment intervention extérieure, peut-être, ou mauvaise volonté, ça devrait normalement aller, et finalement, c'est ce qui a permis la tenue. Maintenant, par rapport, c'est vrai que j'ai regardé le tableau, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de diversité. Quand vous regardez quasiment toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand même, on a l'impression qu'il y a eu quand même des producteurs qui ont amené quelque chose. Et ça, je pense aussi que c'est à féliciter et à encourager, parce que ça témoigne quand même d'une plus grande diversité de l'offre.
Et ça donne aussi au FESPACO cette dimension internationale. Voilà. Et maintenant, c'est vrai, on a discuté sur le cas du Burkina, le fait que les Burkinabés n'émergent plus. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le temps des anciens, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'un film, c'est un bon scénario aussi, c'est des financements derrière. Or, vous savez très bien que comme le marché financier des cinémas africains n'arrive pas à s'autofinancer, la plupart du temps, c'était donc les organismes internationaux et les États qui appuyaient. Or, nous, chez nous, depuis 2014 ou même avant, il y a eu peut-être une réorganisation, une reconfiguration des financements. Les financements sont peut-être allés ailleurs et ça ne s'est pas amélioré avec les Covid et autres tout. Donc, l'argent se fait très rare. Bon, c'est peut-être aussi un des facteurs qui explique aussi cela. D'accord. Alors, on est donc au terme du FESPACO. C'est maintenant pour 2 ans. Qu'est-ce que, logiquement, on devait s'entendre à voir changer? Est-ce qu'on va rester là toujours organisé, faire venir des gens, donner des prix, et puis on est là, ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire, de l'innovation à apporter désormais? Lorsque Michel Ouedraogo, notre confrère, était DG du FESPACO, il avait proposé un plan. Il avait conçu un plan de développement du FESPACO. Et dans ce plan, il avait prévu une prise en charge totale à terme, une prise en charge totale de l'organisation du FESPACO par le FESPACO lui-même. Au lieu de dépendre toujours des financements publics, des organisations de bienfaisance, qui viennent aussi à coller leurs images au FESPACO. Bon, malheureusement, ce plan n'a pas été mis en œuvre puisqu'il a été remplacé avant d'avoir même commencé à dérouler son plan. Je pense qu'il faut repartir, sortir ce document-là et puis réfléchir autour de ça. Moi, j'étais à Cannes il n'y a pas récemment, on m'a expliqué comment le festival de Cannes fonctionne. C'est vrai, l'État contribue, mais c'est vraiment la ville et puis les acteurs du cinéma qui s'occupent de l'organisation pratique du Festival de Cannes. Nous également... une autonomie de gestion. Oui, voilà, il faut que le FESPACO réfléchisse à trouver une autonomie de gestion, de financement déjà, parce qu'une fois que tu trouves ses propres moyens de financement, on peut demander également une autonomie de gestion. Je pense que dans ce sens-là, ça va donner beaucoup plus de liberté dans l'organisation du FESPACO, beaucoup plus de marge de manœuvre au délégué général. On va éviter les polémiques qu'on a connues. C'est pas la première fois d'ailleurs, entre le ministère et puis la délégation générale, et puis souvent le budget qui est voté tardivement. Comme les autres manifestations, que ce soit le CIAO ou le Salon du tourisme, c'est toujours tardivement que le budget est voté et ça crée une tension. Les gens sont obligés de compresser le temps pour faire des choses qu'ils auraient dû faire un peu plus tranquillement. Donc, je pense qu'on doit aller dans ce type de réflexion et donner une dimension un peu plus autonome à l'organisation du FESPACO. Ça va lui donner plus de crédibilité. Ça va associer un peu plus les acteurs, les producteurs et surtout les distributeurs. Bon, il y a les films qui ont été primés, mais dès que le FESPACO finit, tu ne peux pas trouver ces films-là. Pour les voir, il faut peut-être aller hors de l'Afrique pour les trouver. Mais est-ce que quand on regarde au Burkina actuellement, on regarde un peu la structure, le Burkina n'ont plus de salles, par exemple. Avant de parler du FESPACO, autonome, etc., la chaîne même de diffusion. Oui, c'est bon. J'ai fini mon intervention sur ça. La distribution pose un gros problème. Et je pense que c'est parce que tout dépend de l'État encore. Il faut que l'État donne l'impulsion. Et on sait bien que la culture, le secteur de la culture dans nos pays, c'est le parent pauvre des budgets publics. Merci beaucoup. Ali, on va prendre des exemples simples. Au Sénégal, les Sénégalais sont des lutteurs. Et d'ailleurs, ils sont venus lutter, ils ont remporté au Burkina ici. Quand ils vont lutter, ils gagnent. Bon, le karaté, ce sont les Chinois, etc. Quand ils vont gagner. Bon, nous, on organise le FESPACO. Non seulement on ne gagne pas chez nous, mais ailleurs aussi, on ne gagne pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de sorte à ce qu'on soit quand même, j'allais dire, cette nation du cinéma? J'ai effleuré ça un peu. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit assez créatifs. Les réalisateurs qui sont là soient assez créatifs.
Alors, je pense qu'ils ne le sont pas. Je crois que l'État aussi. Parce que on ne va pas dire que c'est du privé, c'est de la culture. Donc l'État a déjà mis la structure en place, comme a dit Consembo tout à l'heure, en créant le FESPACO, en créant les salles de cinéma, en créant ceci, cela. Je pense que pour le cinquantenaire même du FESPACO, je crois que la présidence du FASO a donné 1 milliard pour que les gens puissent sortir des films. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est des navets qu'ils ont produits, mais on n'a pas produit des grands films. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on veut avoir un bon cinéma, on a déjà des hommes qui ont la formation, il faut que ces gens-là s'intéressent réellement à ce qui se passe et qu'ils puissent s'asseoir pour réfléchir et sortir de très bons scénarios et pour faire des bons films. Sinon, on sait, tout le monde voit à Ouagadougou, quand on leur donne un budget pour faire un film, il y a 10 ou 15% de ce budget qui va dans la villa d'abord. Et puis ensuite, le reste pour le cinéma. Mais ce n'est pas comme ça. Et ça, tout le monde sait, mais on n'en parle pas. Donc, il faut que nos cinéastes se disent, on va faire du cinéma. Je rejoins Consembo pour dire, bon, l'économie du cinéma est assez difficile. Bon, mais faisons de beaux films pour que nous puissions d'abord gagner de l'argent en salle, gagner aussi des prix lors du FESPACO, parce que ça se tient chez nous, gagner à Cannes, gagner à Venise, gagner ceci, cela. Il faut que les cinéastes burkinabés eux-mêmes se mettent au sérieux. Tant qu'ils ne travaillent pas eux-mêmes, ça ne servira à rien. Et on va leur donner de l'argent, ils vont faire des films, ils vont aller prendre X ou Y parce que c'est un ami, c'est un pote, il va venir jouer, et puis après on rigole. Quand on regarde tous nos films qu'on fait, on regarde nos films, bon, c'est amusant. Quand on parle de l'État aussi, souvent on regarde, par exemple, quand on prend quelqu'un comme Babouanga, qui a un projet, par exemple, qu'il appelait l'Adowood. Oui, il fait allusion à Hollywood, à Bollywood et tout ça. Par exemple, c'est des studios. Or, ce sont des films qui sont très, très suivis aujourd'hui au Burkina, les films faits par nos acteurs. Le Nigeria est venu nous doubler sur le cinéma. Voilà. La musique, leur musique, ils ont eu de très très grands musiciens, mais aujourd'hui, si vous regardez la musique nigériane... On parle du cinéma. Voilà, je viens au cinéma. Bon, cinéma et musique sont côte à côte. Mais prenons les choses Nollywood des Nigérians. C'est des grands studios, ils produisent des films à longueur de journée. Je crois que c'est à l'image de ça que Babouanga propose son Ladowood en Morée. Mais qui jusque-là n'a pas eu il n'a pas encore eu le début de commencement de son truc. Mais c'est des studios. Mais les studios ne vont pas créer des films. Donc, au-delà de cela... Mais il a besoin aussi de moyens. Non, Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de moyens. Je souhaite très bien, je souhaite pour lui qu'il ait les moyens, qu'il fasse les studios. Mais je dis tout simplement, au-delà des studios, il faut qu'ils soient assez créatifs pour faire de très bons films. Tant qu'ils ne seront pas créatifs, ils vont en faire à longueur de journée, ils ne s'en sortiront pas. Évariste, c'est bon. Perspective. Non, perspective à court terme. Disons peut-être même, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas une lisibilité. Tant qu'on n'aura pas une autonomie, tant qu'on va toujours dépendre du point de vue des ressources financières, parce que vous avez pris des exemples très très intéressants. Il y a Hollywood et puis il y a le cas de l'Inde. Là, vous avez un marché et le marché se finance, autofinance. Ça veut dire quand vous produisez, le marché intérieur, les gens vont consommer et puis vous allez vous retrouver dans vos fonds et vous pouvez réinvestir. Or, concernant donc le cinéma africain proprement parlé, nous ne sommes pas dans ce schéma-là encore. Mais quand on prend par exemple les Bobo Diouf, quand on prend par exemple Affaires publiques qui étaient passées au Burkina ici, quand on prend par exemple les films, les téléfilms que font nos acteurs, sont très suivis, très consommés ici par exemple. Bon, mais il faut organiser, Et puis vous parlez des canaux de distribution. Actuellement, est-ce que c'est les salles? Est-ce qu'avec tout ce qui est sur l'Intic et autres tout, est-ce que forcément c'est les salles qui sont... Je ne sais pas, tout ça a modifié. Nous sommes entrés dans la mondialisation. Il faut réfléchir, il faut réorganiser en s'adaptant au contexte. D'accord. Je pense. Pour terminer, Oulon. Non, je crois que... S'il y avait une mesure à faire d'ici les deux... je crois que pour l'édition à venir et pour le court terme, c'est quand même difficile. On est face à d'autres difficultés que je ne pense pas que le Burkinabé qui est à Tougan ou à Diapaga ou à Dori, c'est aller s'asseoir dans une salle de ciné. Je crois qu'il y a d'autres préoccupations. Et même s'il veut aller, je ne pense pas qu'il puisse avoir cette envie ou cette volonté
liberté ou qu'on puisse pas, on puisse le permettre même d'aller s'asseoir dans une salle de ciné pour suivre un film. Donc c'est pour dire que les gens, on a d'autres préoccupations vraiment que... Donc il faut oublier le... Non, c'est un pan, c'est un élément. C'était juste pour répondre par rapport à la question de la consommation même locale. Parce que c'est un élément effectivement très important. On a pris l'exemple du Nigeria pour évoquer déjà le marché intérieur. Voilà, on a des films à succès, mais ça se limite à Ouaga Bobo, dans une moindre mesure, Koudougou, et ainsi de suite. Mais effectivement, si vous n'avez pas des gens pour regarder déjà, pour faire des entrées de sous, vous allez trouver les sous finalement où? Parce que ceux qui vous donnent l'argent, ils vont influencer votre scénario et ce n'est pas ce que vous voulez produire. Et moi, je me rappelle, il y a eu des réalisateurs qui ont produit des films. Les gens à la sortie ont décrié pour dire que ça, c'est pas africain parce que les gars, ils font la promotion de tel phénomène ou de tel phénomène. Mais le gars, est-ce qu'il le fait par conviction ou il le fait parce qu'il peut avoir des financements? C'est là toute la préoccupation. Donc, je le dis juste une manière pour dire que de façon globale, et même du côté politique, je pense qu'aujourd'hui, les ressources, si on les a, les gens vont les affecter ailleurs parce qu'on a urgence, parce que la nation est en péril, parce qu'on a d'autres préoccupations. Oui, mais la question du film aussi est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on regarde par exemple les séries qui nous viennent d'ailleurs, qui effectivement viennent avec une autre culture, viennent avec, j'allais dire... beaucoup de choses qui sont contraires à la moralité, mais qui sont diffusées. Pourquoi ne pas donc faire le contrôle? C'est des productions à moindre frais, c'est des productions à moindre coût, où on va acheter moins cher pour meubler les programmes. Donc, il ne faut pas chercher. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Ali sur un point par rapport à la créativité. Il faut que les gens, quand on produit les films, que ça reflète le quotidien des gens, que ça reflète l'histoire politique, économique, sociétale et tout le reste. On a pris l'exemple du Nigeria. On fait pas du film du déjà vu des États-Unis. Ça reflète leur réalité, ça reflète leur quotidien. Je crois que c'est ça aussi en fait qui est demandé. Et la plupart du temps, on a eu des films ici où les gens font et quand ça reflète, ça marche. C'est des films à succès. Maintenant, les films de compétition, ça c'est une autre dimension. Mais il y a un autre volet peut-être que je veux juste par rapport à l'État. Moi, je pense que l'État ne capitalise pas suffisamment le fait que nous abritons ce festival. Vous avez suivi un peu les mots du président Macky Sall où il dit qu'il va porter le plaidoyer au niveau de l'Union africaine. Je crois que ça doit être un outil aussi pour notre diplomatie, comme un élément. Je me rappelle quand il y avait la bataille pour abriter le siège de la zone de libre-échange économique, qu'est-ce que le Ghana a fait? Le Ghana a puisé dans ses racines historiques pour parler du combat de Kwame Nkrumah, parce qu'il y avait plusieurs capitales qui voulaient abriter cette capitale. Donc il nous appartient aussi, parce que ça nous permet d'avoir une certaine visibilité sur la scène internationale, une influence, pour dire, en termes de cinéma, on sait qu'en Afrique, c'est le Burkina. Nous abritons le FESPACO, voilà, c'est comme ça. Et nous pourrons porter le message plus haut, au lieu de se contenter d'organiser chaque 2 ans, en fait, cette activité. Je crois que l'État peut faire ce travail. Merci, Oulon. En tout cas, l'émission étant interactive, certainement qu'on reviendra sur ce sujet-là avec nos appelants extérieurs. On va continuer pour parler cette fois-ci de la crise au CDP, donc le Congrès pour la démocratie et le progrès est en crise. On en a déjà parlé, mais la crise continue à une autre tournure parce qu'il s'est tenu donc le bureau politique qui a donc pris des sanctions à l'encontre de 3 jeunes responsables de l'Union du secrétariat national de la jeunesse, dont Adama Tiendrebego, dit colonel qui en est le premier responsable, et Bagaya Lota aussi. Alors Ali, on a vu que le président Blaise Compaoré a envoyé une lettre demandant de rapporter le sursoir à ces suspensions de 6 mois. Encore Blaise Compaoré, la lettre est dite authentique, non authentique. Bon, c'est toujours cette discussion quand une lettre de Blaise Compaoré arrive. Bon, c'est authentique, c'est pas authentique. Bon, mais elle est authentique ou elle n'est pas authentique? Moi, j'ai essayé de fouiller. Selon mes informations, la lettre est authentique. C'est une lettre de Blaise Compaoré qui est adressée, je crois, à Topan, qui devait remettre au président du CDP. Il ne faut pas oublier que Topan est le dernier directeur de cabinet Topan Sané Mohamed est le dernier directeur de cabinet de Blaise Compaoré. C'est quand même les gens qui sont restés proches de lui au dernier moment. Donc il a adressé, je crois aussi à Eddy, bon, on ne sait pas comment la lettre a fuité, mais la lettre est authentique. De ce côté, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est une bataille autour d'un parti politique qui est en train de gémir, qui est en train de pousser peut-être cette dernière soupir, quoi. Bon, les gens, au lieu de regarder à cela, ils sont dans une petite guerre entre de leadership, de ceci et de cela. Et je crois que le président Compaoré a voulu encore une énième fois
tenté de garder sa structure en redemandant encore au président Idi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la lettre, il dit bien au président, donc il ne le conteste pas en tant que président. Donc Idi doit en tenir compte, et ceux aussi qui contestent Idi doivent en tenir compte, parce qu'il n'a pas dit, il a dit au président Idi de reconsidérer le truc et de travailler à l'unité du parti, parce que c'est un parti... Mais est-ce que justement, dans ce contexte-là, Idi n'est pas affaibli, Idi Komboyo, le président n'est pas affaibli quand une décision est prise par l'instance, et le président d'honneur qui fait donc... Affaibli, on pourrait peut-être y penser, mais je ne pense pas que ce n'est pas dans cette optique. La lettre de Blaise Compaoré n'est pas dans cette... Ce n'est pas dans l'optique d'affaiblir Idi Komboyo. C'est dans l'esprit de demander à Idi Komboyo de tenir compte de la diversité au sein du parti, des mouvements, des attentes des uns et des autres. Il ne faut pas oublier que le CDP est né au pouvoir. Et donc les gens, ils sont là, ils ont des difficultés, ils ont ceci, cela. Donc ils s'attaquent, ils pensent que c'est tel autre qui... Bon, ceci, c'est bon. Beaucoup de choses à l'intérieur. Donc pour le président Compaoré, qui se trouve en situation difficile, il y a un procès contre lui. Et voilà. Donc il est en exil. Voilà. Donc il ne veut pas que sa machine déraille derrière lui, donc il tente, autant que faire se peut, de demander aux gens à chaque fois de calmer. Vous vous souvenez la première crise qu'il a eue, où il demandait aux gens de reporter les décisions, demandait aux gens de repartir au CDP, certains ont refusé, ils ont créé Agir Ensemble et un certain nombre de choses. C'est le même scénario qui continue. Donc s'ils ne font pas attention, ils n'écoutent pas ce qui s'est dit, ils ne s'écoutent pas entre eux, bon, on va peut-être prononcer l'oraison funèbre du CDP. Oui. Alors, le CDP, Ali dit, fait ses derniers soupirs. Donc, agonise en quelque sorte. C'est cela. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut voir, ou est-ce que c'est une situation tout à fait normale d'un parti démocratique? Bon, Ali connaît mieux le CDP que moi, donc s'il le dit, je ne peux que l'écouter avec beaucoup d'intérêt. En réalité, bon, ça c'est le dernier épisode de ce feuilleton qui alimente la crise de façon ouverte depuis 2018. Depuis 2018, bon, on a beaucoup parlé de cette crise-là ici. Et la nuit, c'est que la crise se poursuit avec des démissions en cascade, et pas des moindres. Donc, ce qui ne contribue pas non plus à ramener la sérénité, et on n'a pas le sentiment que le président du parti, Idi Komboyo, reprend les choses en main. À mon avis, il est un peu dans une situation compliquée. Soit il assume sa responsabilité et il coupe le lien avec l'ancien fonctionnement du CDP. C'est-à-dire, chaque fois, on cite Blaise Compaoré. 1, 2, 3, Blaise Compaoré. Non. Il faut qu'il se décide, lui, à incarner le CDP. Avec sa manière de faire, avec sa vision, avec ses hommes. Je n'ai pas le sentiment qu'il a pris cette voie. Or, je n'ai pas non plus le sentiment qu'il a un soutien franc de tous ceux qui ont créé le CDP, qui l'ont alimenté, qui l'ont fait vivre, qui l'ont fait gagner, qui l'ont fait garder le pouvoir pendant longtemps. Pendant l'élection présidentielle, tout le monde sait, ça a été dit sur la place publique, Mélégué a fait une interview dans un journal pour dire qu'ils n'ont reçu aucun centime. Donc, ceux qu'ils considèrent comme ses soutiens, ils ne le soutiennent pas. Moi, c'est ma conception des choses. La question. Donc, s'il est conscient que ses supposés soutiens ne le soutiennent pas, mais qu'il continue toujours de les considérer comme ses soutiens, bon, je pense qu'il va... Effectivement, il est en train d'amener le CDP dans la Idi Komboyo peut décider aujourd'hui de dire, je romps les amarres, voilà, le CDP, c'est à moi, avec mes hommes. J'ai dit ici le CDP dans une nouvelle trajectoire. J'ai dit ici que l'ancien CDP est mort dans la nuit du 4 au 5 mai, lorsqu'il y a eu des élections pour départager Idi Komboyo et Badini à la présidence, Bourema Badini à la présidence du CDP. C'était jamais vu. Ce n'était jamais vu. Et ce CDP-là est mort. L'ancien CDP est mort. Depuis 1996, là, est mort. Maintenant, j'ai l'impression que le président Idi Komboyo lui-même ne veut pas, assumer cette légitimité-là, cette légitimité qu'il a
légitimité, pas légalité. Il y a la légalité, mais il y a la légitimité puisqu'il a été élu. Avant, le nom du président du CDP descendait du ciel et tout le monde avalisait et puis on n'en parlait plus. Et là, il a été élu. Et je pense qu'il faut qu'il assume le fait qu'il a une légitimité qui n'est pas le fait de quelqu'un, mais des... Mais le parti ne lui appartient pas, il n'a pas créé le parti. Non, c'est une réalité historique. Oui, mais il a été élu. En démocratie, celui qui a été élu, il a la légitimité. Il a proposé une ligne. Badini aussi avait une ligne. Les gens ont élu, c'est lui qu'on a élu. Donc c'est sa ligne qui a été choisie. C'est mon point de vue. Donc c'est à lui d'assumer cette légitimité-là, cette responsabilité-là. Et puis de tracer sa voie avec ses hommes. Il n'a peut-être pas le courage de le faire. C'est le sentiment que je... Est-ce qu'il ne le fait pas réellement? Si jusque-là, l'ancienne garde, par exemple, est en train de partir, on voit les démissions au niveau du Haut Conseil, il y a des gens qui démissionnent, etc. Mais ce sont des gens qui sont partis après donc cette élection face à Badini, mais ça continue de partir. Oui, est-ce que c'est une question simplement de s'assumer ou est-ce qu'il y a peut-être un autre problème? Non, bon, Ali l'a dit, il y a un parti qui, dans nos pays, un parti qui était au pouvoir pendant longtemps et qui bascule dans l'opposition, évidemment, ça n'attire plus. Hein. Vous voyez, le Parti socialiste sénégalais en train de... Qui connaît le nom du secrétaire général du Parti socialiste sénégalais? Justement, est-ce que... c'est exactement la même chose que ce qui arrive au CDP. Donc, c'est à lui de lui donner un nouveau souffle, une nouvelle identité, une nouvelle impulsion pour faire du CDP un parti qui peut gagner. Parce que c'est ça. Si les jeunes qui le suivent voient qu'il les amène vers la victoire, vous allez voir, ils vont se mobiliser. Mais ils n'ont pas le sentiment qu'il a pris cette voie-là. La lettre, est-elle authentique? D'après mes informations aussi, bon, elle est authentique. D'accord. Elle est authentique. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Ah, Oulon, CDP toujours, mais bon, débat quand même. Est-ce que le CDP est dans une crise assez profonde ou peut-être que le CDP va aller vers une scission ou quelque chose d'autre? Est-ce que en perspective, ça peut être ça? Que le CDP connaisse une scission? Le CDP a déjà connu une scission. Sinon, voilà. Non, je pense que c'est dans l'histoire du pays, c'est pas la première fois qu'un parti politique, même le CDP, quand il était au pouvoir, il y a eu des crises. Voilà, certains sont partis. Et le refondateur, par exemple. Voilà, d'autres sont revenus. Après, ce qui a fait l'ancêtre du CDP, c'était la même chose. Le DPMT, des gens sont partis, certains ont été tués, et puis d'autres sont revenus. On a créé le grand CDP, on a géré le pouvoir. Pour des questions de positionnement sur les listes, certains sont repartis, d'autres sont restés. Donc, je pense que c'est tout à fait normal pour un parti politique de ce genre. Maintenant, on a un certain nombre de choses. Moi, je crois que, bon, c'est ce que j'avais indiqué, en fait, au cours d'une autre émission. Moi, je crois qu'on perd du temps inutilement, de l'énergie, de l'argent pour des sujets vraiment qui n'en valent pas la peine. Je m'excuse, mais je pense vraiment qu'on peut faire l'économie de toute cette bagarre-là. Aujourd'hui, moi, je crois, contrairement à ce que Vokouma dit, moi, je ne pense pas que Eddy Kombego ne veut pas assumer sa légitimité, mais je crois qu'il ne veut pas être l'instrument de quelqu'un pour faire l'agenda de X ou Y. Parce que sa ligne, apparemment, semble avoir un peu changé. Parce que quand on regarde un peu les récriminations, c'est de dire non, qu'il ne prêche pas le retour des exilés, il ne fait pas ceci, il est avec le MPP. Donc, c'est des questions de positionnement et d'agenda politique. Moi, je crois que peut-être qu'il a compris qu'il ne veut pas être l'instrument, ou bien il veut gérer sa façon, il veut gérer le parti selon sa façon de faire. Et comme je dis, on doit faire l'économie de ces questions-là, parce que dans ce Burkina bouillonnat-là, on a d'autres préoccupations quand même. Ceux qui estiment qu'aujourd'hui, Eddy Kombego ne fait pas l'affaire, qui tirent les conséquences, soit ils restent et ils se taisent et ils suivent le président, soit ils quittent, ils créent leur parti, et si c'est facile, ils vont tirer les conséquences. Je crois qu'avant ces élections, des gens ont crié comme cela, ils sont sortis, ils ont créé leur mouvement, d'autres ont créé d'autres partis politiques. Au soir des élections, ils ont fait leur bilan. On n'en parle pas.
Je crois qu'on doit pouvoir faire l'économie et puis vraiment aller de façon beaucoup plus intelligente, à mon avis, gérer cette façon de faire là. Ceux qui ne sont pas contents, soit ils restent, ils acceptent la direction du parti, ou ils décident d'aller créer leur parti. Dans un parti démocratique, on n'a pas d'opinion, on n'a pas de... Si par exemple, il y a des décisions qui sont prises et qu'on n'est pas d'accord avec... Je n'ai jamais dit... Là, c'est parti des sanctions. Oui, on peut mener... La sanction, d'où est partie la sanction? Continuons le raisonnement. D'où est partie... D'une volonté de faire une conférence de presse, une activité, et puis après... Et on a jeté le parti en pâture, ils se sont donnés un spectacle. Finalement, quand on dit quoi? Voilà que nous sommes en train de discuter, on dit le CDP. En quoi ça arrange ceux qui se sont agités et dit en quoi ça arrange le parti? Donc finalement, c'est le parti qui est perdant. La contradiction se mène à l'interne. Si vous êtes battu, vous acceptez. Si vous êtes démocrate, si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez. Et je crois que c'est même pas nouveau. Les Kwanda sont partis, les Burema et ça continue de partir. Il y a des gens qui sont partis sans bruit, sans trompette. Il n'y a pas à faire de la gesticulation. Parce que finalement, vous êtes tous perdants. Et vous donnez un spectacle. Et après, c'est comme si, je ne sais pas, finalement, qu'est-ce qu'on veut embêter, je ne sais pas, il dit qu'on veut. Et je crois qu'aujourd'hui, l'autre aspect, c'est la question de l'argent. Les gens font du bruit, mais gérer un parti, c'est pas. Si vous n'avez pas les sous, vous allez faire comment pour gérer ça? Et je crois que c'est ça aussi l'autre réalité. Parce que il le fait parce que je crois qu'il a les moyens de sa politique. Si les gens croient que c'est facile, qu'ils partent créer un parti politique et qu'ils gèrent, on verra s'ils pourront. D'accord. Tout simplement. Donc vraiment, je pense que dans ce Burkina, on a d'autres préoccupations. Le président Compaoré a que cette bagarre, vraiment, qui nous n'ont ni le CDP. En analyse, on ne peut pas non plus passer certains faits. Et c'est pour cela que je dis... Alors, le président Compaoré a écrit une lettre à la direction, au président, pour demander de rapporter en tout cas ces sanctions. Est-ce que ce sera fait? Bon, là aussi, je suis... Ou alors, là aussi, soit la direction qui est là va demander à prendre ses responsabilités, à ne pas suivre peut-être le président fondateur. Bon, là aussi, je suis quand même mal à l'aise. Je ne sais pas si ce cas-ci, si on lui a demandé d'intervenir ou c'est lui-même qui a pris comment je dis ça? La responsabilité d'écrire la lettre. Parce que comme ça a été dit ici tout à l'heure, depuis la bagarre avec les cadres pour sa candidature, les cadres Désiré Ouedraogo, les Burema Badini pour la présidence du parti, il s'est investi, on ne l'a pas écouté, les gens sont allés créer leur mouvement, ils sont allés aux élections. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, à force d'intervenir, je ne sais pas, de façon volontaire ou bien de façon sollicitée, bon, je pense qu'au final, c'est lui-même qui sera plus écouté, il sera décrédibilisé. D'accord. Donc, ça ne sert pas. Qui reste dans son coin? S'il pense que c'est truc... Mais le président d'honneur du parti, quand même. Oui, mais si le président d'honneur, depuis 2018 ou bien 2017, on ne l'écoute pas, il continue. Je pense que finalement... Est-ce qu'il n'est pas écouté? Il est écouté, bien sûr. Mais on a... il n'est pas écouté. Non, il n'est pas écouté. S'il était écouté, je ne pense pas que les gens allaient partir créer un mouvement, agir ensemble et soutenir un autre candidat. S'il était écouté, je ne pense pas que les gens allaient démissionner encore du CDP et les gens allaient continuer. Donc, il n'est pas écouté. Je pense qu'il faut tirer aussi les conséquences et puis aller de l'avant et laisser les gens faire leur bruit et se préoccuper d'autres choses. Évariste, cette question du CDP, est-ce que la lettre de Blaise Compaoré est venue demandant, par exemple, il fait un arbitrage au profit de la sérénité dans le parti, puis c'est tellement un souci que son parti ne vole pas en éclats. Est-ce que les gens iront dans cet esprit ou est-ce que c'est... Primo, je pense que s'il il a pris cette initiative, c'est que les statuts et puis sa fonction, sa qualité de président d'honneur le lui permettent. Sinon, il ne l'aurait certainement pas fait. Mais en revanche, le fait qu'il intervienne après que la décision de suspension ait été prise, ça dévoile quand même une absence de concertation, voyez-vous, au haut niveau entre le président Edi Komoro et le président d'honneur qui est M. Blaise Compaoré. Ça, c'est clair, parce que si c'était concerté, peut-être qu'ils auraient trouvé autre chemin. Mais bon, c'est vrai qu'on a discuté sur le déroulement de cette crise, mais il faut se souvenir que les deux points en fait, focaux, en fait, c'est quoi? C'est le retour des exilés et notamment aussi le grief de s'être associé à au président du Faso,
lors donc de sa sortie au mémorial le 15. Et là, franchement, c'est vrai que même pour le président fondateur, moralement, c'est difficilement supportable. Parce que c'est quoi? Quand on regarde le contexte, bon, on vous accuse d'avoir tué quelqu'un, et puis bon, vous allez, et puis bon, donc vous voyez, quelque part, bon, en fait, ce sont les éléments qui ont peut-être poussé les... Je ne dis pas que c'est pas instrumentalisé, parce qu'en politique, rien n'est neutre. Donc, voilà, la crise maintenant a éclaté. Mais maintenant, de là à dire, est-ce que M. Edi Kombouiro refuse de s'incarner? Non, il ne peut pas. La question, c'est de savoir est-ce que le CDP peut exister sans l'ombre de M. Blaise Compaoré. Tout ça, ça revient à M. Blaise Compaoré. Quand vous regardez tous les problèmes, tous les sujets qui amènent, qui alimentent les problèmes, ça tourne autour de sa personne. C'est son parti. Donc, moi, j'aurais été M. Kombouiro, peut-être que j'aurais laissé le CDP à M. Blaise Compaoré et je serais allé créer mon propre parti. Et bon, on va. D'accord. Merci, on va aller très rapidement. Voilà. À partir du moment où il dit qu'on peut voir, il a injecté beaucoup d'argent. Attendez, on a qu'à se calmer un peu. Je pense que Oulon a dit tout à l'heure que si les gens ne sont pas contents de Edi, ils peuvent s'en aller. Bon, mais l'autre lui dit, si Edi il peut s'en aller. Je ne sais pas pourquoi il y a une ruée de la Ali, et puis vous pouvez seulement dire... ce qui se passe au sein du CDP, Edi a été élu. C'est la première fois que ça se passe et tout le monde a salué ça. Que quelqu'un soit élu à la tête d'un parti politique et on pense même que les autres partis devraient le faire afin que ça se passe. Malheureusement, après cette élection que tout le monde a saluée, la question de la légitimité de Edi a toujours été posée. Les gens ne se sont pas reconnus en Edi Kombouiro comme étant le responsable du parti. Je crois que c'est ça qui alimente un peu les problèmes au sein du parti. Maintenant, par rapport à sa présence, pour reprendre ce que Faustin dit, à sa présence au mémorial de Thomas Sankara, bon, mais Thomas Sankara est héros national. Et ce n'est pas Edi Kombouiro qui en a fait héros national, ce n'est pas Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso, qui en a fait héros national. Il a été fait héros national lors des journées nationales du pardon par Blaise Compaoré. Il y a le monument aux martyrs qui est là pour en témoigner. Maintenant, le contexte faisant, ça a un peu surchauffé un peu les méninges des gens. C'est tout. Sinon, ce n'est pas le fait d'être parti pour saluer la mémoire de Thomas Sankara qui était le problème. C'est le contexte général de l'affaire. Il y a un procès, il y a ceci, cela. C'est ce qui fait que les gens se disent, bon, il y a un procès, on a notre chef, et puis il y a des discussions autour de cela. Je crois que c'est des questions émotionnelles. Ce n'est pas trop politique. C'est des questions émotionnelles qui reviennent sur le débat et ça alimente un peu les discussions. Ce n'était pas des prétextes juste pour... mais parce qu'on dit que quand souvent on veut tuer son chien... C'est ça que je vous dis que c'est des questions émotionnelles. Et puis ensuite, par rapport à la discussion autour de la fameuse conférence de rédaction, conférence de presse, excusez-moi, le métier me revient toujours au cerveau, là, la conférence de presse qui a envoyé les discussions, selon ce que moi j'ai entendu, dans la déclaration liminaire, ça devait être dit le retour des exilés, Blaise Compaoré et les exilés. Je crois que c'est le mot Blaise Compaoré qui a été biffé. Et les gens voulaient qu'on dise tout simplement les exilés. Donc c'est ça aussi qui a mené le débat. Parce que les militants voulaient qu'on mette toujours... le diable étant dans les détails. Alors Ali, maintenant le président Compaoré est intervenu. Est-ce que cette intervention va avoir un effet pour amener le calme au niveau du CDP? Bon, ça va être difficile. Je n'ai pas la boule de cristal, mais j'ai l'impression que le CDP est parti dans une crise assez difficile. Parce que quand on les écoute de gauche à droite, chacun accuse l'autre de tout. Une crise de confiance. Il y a une question de confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la question de la légitimité. Les gens Merci. Merci Ali. C'est pas que... Voilà. Sinon, il y a les scissions. Merci. Voilà. Quand on est trop contesté aussi, on peut partir. Merci Ali. Vous comment? Pour compléter sur le 15 octobre, là, le mémorial Thomas Sankara a envoyé une lettre d'invitation au chef de file de l'opposition politique. Sachant qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition politique, c'est Edi Kombouiro. Mais il n'est pas obligé de partir. Est-ce qu'on répond forcément à une invitation en tant qu'institution? C'est une institution de la République. Oui, mais est-ce que politiquement, il était obligé de le faire? Bon, il n'était pas obligé, mais il a choisi de le faire. Mais je pense... Attendez, oui, tu continues. Il y a eu une cérémonie où, je crois, pour rendre hommage à Thomas Sankara, et à l'époque, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, était
président du CDP, ils ont envoyé une lettre à Benewane Sankara, qui a refusé de partir. Voilà. Donc, il faut qu'on atténue un peu tes propos. Il y a le protocole d'État, mais il y a la position politique aussi. Non, voilà. D'accord, allons-y. Donc, c'est en tant que chef de file de l'opposition qu'il est parti, il a choisi de partir. Bon. Est-ce que c'était opportun de s'exprimer en plus d'être parti, tout ça? C'est lui qui a fait ce choix-là. Mais sur le principe qu'il ait incarné une institution en allant là-bas, je pense que c'est un faux procès. Mais tout ça, ce sont les conséquences, enfin, je veux dire, du nouveau CDP version Edu Komoro. On voit des jeunes, c'est la première fois, les jeunes nous l'ont dit, c'est la première fois que des jeunes du CDP organisent une activité comme ça, d'eux-mêmes. D'habitude, il dit, on veut faire ceci, hop, le bureau national ou le bureau politique organise pour eux. Mais eux, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de le faire. J'ajoute, Ali l'a évoqué, mais c'est hallucinant. Le président valide une déclaration liminaire et eux, ils changent. Bon. D'accord, on ne va pas revenir sur le fait. Non, les faits sont déjà passés, on est maintenant aux conséquences. Voilà. Donc il y a eu suspension pour 6 mois des 3 leaders de la jeunesse. Il y a eu intervention du président d'honneur. Donc on est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les instances vont se réunir et puis analyser la lettre. Une seconde. Tout ça n'augure pas bon pour le CDP à 7 mois d'échéance électorale, notamment les municipales en 2022. D'accord. Merci. On continue pour parler de situation sécuritaire. On a beau voulu parler d'autres choses, mais la situation sécuritaire est une donne désormais qu'on ne peut passer sous silence au regard vraiment de certain nombre de développements et d'évolutions sur le terrain. On laisse par exemple la Tapua. On a vu des jeunes ressortissants de la Tapua ici à Ouagadougou qui ont organisé une conférence de presse pour dans l'Est pour en tout cas évoquer la situation et même aller plus loin en décidant par exemple lancer un appel à aller à la guerre contre les terroristes en dehors de l'État, les forces de défense et de sécurité. Au nord, donc on a aussi assisté à la ville de Barga, la commune de Barga par exemple, qui selon toutes les informations recueillies est désormais un sanctuaire de terroristes à une trentaine de kilomètres de Waiguia. Dans le Sourou également, on en parle. Alors finalement, les gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sur le terrain, on n'a plus de résistance? Est-ce que l'État a plié totalement les Chines et que les terroristes sont maîtres de notre pays? Évariste Konsebo. C'est vrai qu'on a un peu suivi sur les réseaux sociaux, en dehors du cadre de la Tapua où il y a eu la sortie donc, des jeunes et le communiqué de l'état-major général des armées. En revanche, je n'ai pas vu, peut-être je parle sous contrôle, par rapport donc, au cas de Barga et même au Sourou, il n'y a pas eu un message officiel qui confirme ou qui infirme. Donc, ce qui fait que c'est difficile donc, de se prononcer sur ces deux cas. En revanche, sur le cas de la Tapua, c'est sûr, c'est connu, puisque l'état-major général même des armées a produit un communiqué pour demander aux populations donc... mais est-ce que ça c'est pas lié au fait que les jeunes sont sortis pour dire qu'ils vont mener la guerre mais ça confirme qu'il y a un problème. Ça confirme, au moins on a une source officielle qui indique qu'il y a un problème très sérieux, notamment donc les enlèvements de personnes, la fermeture des écoles et tout le drame qui est déroulé. Ça oui, on peut en discuter, mais là c'est grave parce qu'on peut dire que nous sommes dans un cas où on suppose que l'État a rompu son contrat d'assister, de garantir la sécurité aux populations. Et ça veut dire qu'il n'existe quasiment plus d'État sur ce territoire. Et auquel cas donc, je pense que les plus hautes autorités qui ont certainement prêté serment de défendre le territoire et les Burkinabés doivent forcément agir dans l'urgence. Adiana Oulon, les Burkinabés ont le moral au talon, comme on dit. Moral au talon. Personne ne... C'est de l'incertitude, beaucoup d'inquiétude. On écoute les audios qui circulent. Par exemple, dans le cas du Sourou, on a écouté l'audio. En tout cas, l'audio qui serait d'un producteur, un responsable de producteur local, un patron donc responsable local des producteurs. Mais là même, l'ex-médiateur du FASO, Sarah Sérémy, dont on a entendu la voix et tout. Est-ce que ça voudrait dire que la situation est suffisamment grave? C'est dommage si c'est maintenant que les gens vont attendre des audios pour réaliser que la situation est grave. La situation est grave depuis. Je pense que
ça va de mal en pis. Vous prenez Ouagadougou au centre, le rayon, à partir de peut-être de 100 km, si vous essayez d'aller à l'est, c'est compliqué. Les écoles se ferment une à une. On était braqués il y a peu de temps dans les cascades, Banfora. Ces 2 jours, c'est l'Est. Je vois que actuellement, au niveau du Sourou, il y a aussi des soucis. C'est pour dire que c'est l'ensemble du pays. Il n'y a pas à se voiler la face et puis à penser qu'il y a une partie qui est en sécurité et une autre qui n'est pas en sécurité. C'est la situation d'ensemble. Mais Ouagadougou et Bogo sont en sécurité quand même. Bon, si vous le dites... On estime qu'à Ouagadougou, si vous le dites, effectivement, bon, à l'apparence, effectivement, on voit que les maquis sont remplis, tout est correct, voilà, donc à l'apparence. Mais il faut se rendre à l'évidence. Vous prenez dans le Sahel des axes comme où pratiquement Kaya, Dori, ça devient un peu compliqué pour les gens. Vous prenez des zones Dori, Gorom, Dori, Seba, vous avez des provinces entières où c'est vidé, il n'y a pas d'administration comme le Yaga où il n'y a pas un service, par exemple, de police de toute la province. Vous prenez... C'est vraiment... La situation d'ensemble est compliquée. Diapaga aujourd'hui Diapaga aujourd'hui, oui, parce que des gens sont sortis. Mais vous voyez, en plus de l'aspect sécurité, on est en train de glisser petit à petit sur des questions régionalistes et ethnicistes. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Vous prenez Diapaga, Tapoua, où les jeunes sont sortis. On comprend que c'est vraiment un ras-le-bol, une façon de se faire entendre, parce qu'on pense qu'on a été oublié par la République. Vous prenez l'Est, on a un mouvement, Ngoulou Mifi, si je ne me trompe pas, je crois qu'il essayait de fédérer toutes les situations. On a eu le drame de Solan, les gens sont sortis, c'était le Yaga, après c'était le Mansila. Vous avez, dans les cascades, il y a eu une tentative de regroupement. Vous voyez, quand c'est comme ça, les signes, ce n'est pas bon du tout. On doit comprendre que, collectivement, la nation est en danger et le péril est là. Donc, les gens essayent, c'est comme si c'est des actions de survie. De survie. L'instinct de survie. L'instinct de survie. Donc, les gens pensent c'est peut-être le village, la province, la région qui peut nous en sortir. Or, pas du tout. Je pense que l'heure est suffisamment grave, contrairement à ce qu'on dit, je ne sais pas, c'est pas que... Alors, mais la question que une partie X ou une partie... Quand on regarde aujourd'hui, la question que les gens se posent, où est notre armée, par exemple? Où est la réactivité de l'État? On a l'impression qu'à ce niveau, il n'y a pas... C'est vraiment la passivité. C'est comme si il n'existait vraiment pas d'armée dans notre pays, il n'existait pas vraiment de gouvernement, etc. C'est des questions que les gens se posent. Pourquoi? Est-ce que c'est une stratégie où ça travaille? La stratégie, on est en train d'être encerclé. Tout le pays est en train d'être pris. Les gens sont à l'intérieur de la société et dictent leurs lois. Voilà, on dit de laisser pousser la barbe, de ne pas enseigner en français, de porter des pantalons courts. Les gens le font. Vous prenez à Djibo, il y a des secteurs où les gens le font. Les patrouilles, les gens ne peuvent pas aller à une certaine distance où il n'y a pas cette réalité-là. Ça ne va pas. Je pense que sur la question, peut-être qu'il y a un problème de fond, il y a des problèmes de fond. Parce qu'aujourd'hui, les militaires à eux seuls ne peuvent pas résoudre cette question-là. Et c'est là toute l'erreur que nous commettons chaque fois. C'est vrai que dans cette situation, forcément, il faut réagir. Et il faut agir, parce qu'il y a urgence. Mais après, quand on organise les opérations, qui occupe le terrain? Quelle administration essaie de réoccuper le terrain pour qu'on puisse faire de telle sorte qu'on ne soit pas dans un perpétuel recommencement? Vous prenez l'Est, on a fait 2 opérations militaires. Actuellement, il y a une opération qui est là. Mais si après, l'administration ne s'installe pas, si après les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, on ne réoccupe pas l'espace, évidemment qu'on sera dans un perpétuel recommencement. On aura l'impression que les militaires ne font rien, alors qu'ils font ce qu'ils peuvent. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'histoire des militaires seulement, c'est toute l'administration. Vous prenez un ministère comme le MATD, le ministère de l'administration territoriale, qui devrait être un élément aussi important dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, parce qu'aujourd'hui c'est ça. On parle des gens qui viennent en moto, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des recrutements. C'est des gens qui acceptent de rejoindre sur la base d'une certaine idéologie, qui pensent que tuer quelqu'un, on peut aller au paradis. Mais qu'est-ce qu'on fait pour combattre sur le plan des idées ces individus-là? Quel travail on fait pour que les gens, les édifices religieux qui poussent ça et là, quel travail on fait pour combattre, pour diminuer un peu le flux financier aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à ce stade comment on appelle ça, d'empêcher la radicalisation? Est-ce qu'on n'est pas à un autre stade aujourd'hui? Vous avez des contingents de combattants qui sont visibles sur tout le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question de radicaliser, etc., etc.? Mais si vous ne coupez pas la
la racine pour empêcher que les gens continuent d'affluer et de rejoindre les rangs, qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer le temps à faire des opérations militaires. Pendant ce temps, vous n'arrêtez pas l'hémorragie. Pour faire comprendre aux gens que aller tuer quelqu'un, on ne part pas au paradis. Merci. Pas du tout. Merci, Oulan. Ali? Je pense qu'il m'a retiré le mot que je voulais utiliser, le mot encerclé. Et merci de l'avoir utilisé du reste, parce que quand on prend le Burkina Faso est effectivement encerclé par les terroristes. Donc, vous avez parlé de Ouagadougou et de Bobo du Lasso, mais c'est un semblant de paix. Est-ce que c'est, pour bien dire l'image, est-ce que c'est le Burkina qui est encerclé? Le Burkina est encerclé parce que les terroristes sont dans le Burkina. Mais ils sont à 200 km de Ouagadougou. Ils sont là, mais ils ont encerclé. Ils sont dans les frontières, dans les environs du pays, et c'est eux qui contrôlent les banlieues du pays, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas faute de combattants, c'est pas que les FDS ne sont pas battus. Parce qu'aujourd'hui, lutter contre, lui il a bien parlé, la radicalisation, les écoles qu'on ferme, laisser les barbes pousser, les pantalons courts, comment on appelle ça, le port du voile obligatoire, qu'on soit musulman ou pas, le français n'est plus enseigné, c'est l'arabe. Bon, les audios qu'on écoute, bon, nous on ne peut pas prendre les audios ici comme des éléments pour étayer nos argumentations, parce que ce n'est pas des sources assez fiables. Mais quand on écoute les audios, ça fait froid dans le dos ce qui se dit. Et c'est adressé à des personnalités du pays qui répondent à ces audios. Voilà, mais ça fait froid. Bon, c'est pour dire tout simplement que dès le départ de cette situation, on a pris l'option feu contre ces gens. On n'a pas pris en compte l'option, j'allais dire, diplomatie, discussion, essayer de comprendre. Je me souviens encore des propos du ministre des Affaires étrangères d'alors, qui dit que quand Blaise Compaoré partait, il lui a laissé une grosse ardoise, parce qu'il logeait les terroristes à l'hôtel Libya, dans les villas de Ouagadougou. Mais j'aimerais bien aujourd'hui qu'il nous fasse le bilan des dépenses laissées par Blaise Compaoré pour que le Burkina Faso reste en paix, et les dépenses que lui, il a faites pour que le pays se retrouve là où il est. Il n'a qu'à faire le bilan. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on a mal pris la question du terrorisme dès le départ. On a pensé qu'il fallait aller directement avec le feu contre eux. Apparemment, on se rend compte que ce n'était pas la bonne réponse. Il aurait fallu une autre approche, beaucoup plus diplomatique. Je ne veux pas dire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on a du mal à savoir réellement. On sait qu'on dit aujourd'hui que ce sont nos compatriotes qui nous attaquent. Mais nos compatriotes, là, c'est qui? Quels sont leurs chefs? Qui ils sont? Comment est-ce qu'on a ces informations? D'accord. Comment nos compatriotes peuvent se retourner? C'est un peu difficile. Non, une seconde et puis Voukouma va prendre la parole pour je vais juste ajouter, pour juste rappeler, ça c'est un discours officiel. Le jour de la prise de commandement du nouveau chef d'état-major général des armées, le général Gilbert Ouedraogo, il a dit clairement dans son discours, le retour d'expérience, la cartographie permet de savoir que la majorité des assaillants, des combattants, ce sont des Burkinabés qui ont décidé de prendre les armes. Et il dit de croiser le fer. Croiser le fer, ce n'est pas seulement que l'aspect militaire, mais c'est aussi gagner la bataille du cœur et de l'esprit. Ça veut dire que ça demande à ce que d'autres personnes aussi interviennent et jouent leur rôle. On va laisser la parole à Voukouma et puis après, il va clôturer. Alors, il n'était pas dans ton esprit. Allons-y, Voukouma. Je pense que ce que les confrères viennent de dire, je m'inscris. Est-ce qu'on ne tombera pas dans une situation à la façon malienne où il y a un nord qui est totalement inaccessible à l'État, où c'est l'occupation? Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina n'est pas en train d'aller vers une sorte d'occupation d'un certain nombre de zones? Bon, peut-être pas comme le nord, comme le Mali où c'était carrément le nord qui était occupé, mais effectivement des endroits soient occupés, contrôlés par les terroristes, ça c'est un fait. Les autres dont parle Ali, c'est la réalité. Laisse que je connais un peu mieux, arrivé à Fada, on vous décourage d'aller au-delà de 25 km. Pardon? Je dis, on t'a contesté quand tu as dit ça ici. Donc, quand les jeunes de la Tapoura font leur conférence de presse, qu'est-ce qu'ils disent? Il a rappelé ça. Ils disent que l'État a rompu son contrat avec la Tapoura. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et début juillet, rappelez-vous, les jeunes de Madjouari sont venus également. Ils ont fait une conférence de presse à Ouaga ici pour dire exactement
ce que les jeunes l'attendent. Ce qui pourrait aussi être dit, peut-être d'ici là aussi, dans le Sourou, au nord, derrière Ouaïguia, et puis aussi. Alors, donc là, on est dans une situation où il y a un rejet total de l'autorité. Non, est-ce que c'est un rejet de l'autorité? C'est un appel au secours, c'est un appel de détresse, mais en même temps, ils disent que nous allons désormais assumer nos responsabilités. Et quand j'écoute ce qu'ils disent, bon, moi je suis allé à l'Est plusieurs fois. Il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas dire comme ça publiquement parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Mais on connaît les terroristes. Ils sont parmi nous. Nous les connaissons. Et quand vous écoutez les jeunes qui ont animé la conférence de presse, ils disent que nous allons les déloger. Nous allons aller au corps à corps. On les connaît. On n'aura pas besoin d'autorisation. On ne va pas demander d'autorisation à qui que ce soit pour aller neutraliser ces gens-là. Ils ont dit ça. Et ils nous donnent de compte à rendre à personne. Moi, ce que je crains, effectivement, c'est qu'on en arrive effectivement à une situation généralisée comme ça, où, effectivement, en dépit des efforts des forces de défense et de sécurité, la police, les VDP, que les gens se disent, bon, maintenant, on va se rentrer dedans, et à la fin, évidemment, c'est le délitement de l'État, puisque si les gens agissent d'eux-mêmes et estiment qu'ils n'ont même pas de compte à rendre à qui que ce soit, évidemment, on arrive à un délitement de l'État. Et ça m'inquiète beaucoup parce que ce n'est pas seulement une seule région qui est concernée, c'est plusieurs régions. Et j'ajoute une chose. Très rapidement, quand on dit que Ouagadougou, Bobo est sécurisé, c'est tranquille, ce n'est pas vrai. Pas plus tard que la semaine dernière, oui, c'est une fausse perception. Pas plus tard que la semaine dernière, rien qu'à Tangan d'Assouri, à côté, à 30 km, des terroristes sont passés laisser un message dans une école. J'ai eu la confirmation avec une autorité l'élu du Tangan d'Assouri. D'accord. Non, mais ils ont laissé. Et les autorités locales prennent cette affaire au sérieux parce qu'il y a 2 ans, ils étaient déjà passés laisser le même message. Donc, Tangan d'Assouri, c'est à 30 km de Ouaga. D'accord. On va continuer avec les appelants. Évariste, 15 secondes pour ça et puis on va terminer sur. C'est vrai que je pense que l'amalgame que nous avons fait dès le départ, c'est de confondre la guerre d'occupation et le terrorisme. Par exemple, il faut dissocier ces deux cas. Ce qui s'est passé à l'état-major, Cappuccino, Aziz Istanbul, ça c'est du terrorisme. Maintenant, est-ce que nous voyons ça et là, par exemple, à l'Est, où les gens occupent des terrains, ça c'est des guerres d'occupation. Et je pense qu'il faut forcément faire un bon diagnostic pour pouvoir avoir une bonne stratégie en fonction donc des thématiques. Merci, on veut gagner. Évariste Fossé-Konsebo. On va terminer très rapidement en 5 minutes. Je vous donne la parole chacun pour 30 secondes sur la pétition qui a été donc lancée par un ensemble de structures pour demander que le procès Thomas Sankara soit filmé, et soit enregistré pour en tout cas être archivé pour la mémoire. Alors le tribunal le juge avait donc décidé, avait refusé cela. Donc il y a une pétition donc qui est en cours. Alors qu'est-ce que vous pensez très rapidement, Ali, très rapidement sur cette question? En fait, qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent la mémoire sur ça pour que plus tard peut-être exploiter. Mais je pense que, est-ce que c'est pas le cas? Peut-être que le procès sera filmé, il sera gardé quelque part, et puis plus tard, ça pourra faire l'objet que les historiens puissent exploiter. Bon, maintenant, la justice en a décidé autrement. Bon, il semble que ces genres de procès ne sont pas filmés. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, j'allais dire, scientifique, intellectuel, à ce que il y a des peurs que les gens le jettent sur la place publique, etc. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être que on peut les filmer pour les garder, pour qu'on puisse les exploiter un peu plus tard. Mais vous connaissez notre pays, il est percé comme un gruyère. Dès enregistré cet après-midi, le lendemain, il est sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Évariste? Honnêtement, je n'ai pas très bien suivi cette initiative, mais je me demande quel est l'intérêt en fait. Parce que le procès, il est public, que je sache. Je pense mais pas enregistré. Mais maintenant, non, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, parce que ce n'est pas tous les procès qu'on demande d'archiver, qu'on demande de... Parce que quand on parle d'archives, généralement, c'est les mémoires. Ça demande peut-être que vous
Je ne sais pas, c'est quelle importance on donne à ce procès, parce que pour moi c'est le procès d'un coup d'État. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit. Vous voulez que je dise quoi? Jusqu'à demain, je le dirai. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de pensée unique. On veut croire que quand on est au Burkina, on est révolutionnaire, on est sankariste. Non. Il y a d'autres pensées. Oui, mais Évariste Konsebo, pour la mémoire. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce que dans l'histoire, de mon point de vue. Est-ce que dans l'histoire. Dans l'histoire, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. C'est ça, je dis, moi, je ne vois même pas l'intérêt. Il est public. Tout le monde peut aller assister. Tout le monde peut aller suivre. D'accord. Voilà. Ou non? Très rapidement. Point de vue. Faut-il, faut pas? Non, je crois que le tribunal a déjà pris sa décision. Oui, mais il y a une pétition. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une action... exercer un peu plus de pression sur le tribunal. Non, si on exerce cette pression-là, je trouve qu'on prête le flanc pour dire que la justice est instrumentalisée. Je pense que la décision a été prise. On aurait pu faire cette pétition bien avant pour qu'on fasse les réformes et faire de telle sorte qu'il n'y a pas de débat possible. Parce que c'est une question d'interprétation de texte. Le tribunal s'est appuyé sur le code de justice militaire. D'autres disent que le code de procédure pénale offrait la possibilité. Le tribunal s'est basé sur le code de justice militaire, sur le fait que les procès liés aux questions de sûreté, on ne filme pas, alors que le code de procédure pénale dit autre chose. Et permet cette possibilité-là. Il y a des exceptions, le président peut autoriser. Ça n'a pas été fait. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut faire comme impact. Le procès reprend le 25. Je ne vois pas comment ça peut bien jouer sur... je ne sais pas si le président va s'asseoir encore pour revenir sur la base d'une pétition. Je ne sais pas si juridiquement, ça c'est faisable. On aurait pu faire ce travail. C'est une décision qui peut faire, contre laquelle on peut faire appel. Bon, à ma connaissance en matière pénale, je ne sais pas en dehors du Conseil constitutionnel où on peut faire une pétition pour qu'on puisse engager une action de relire les textes. Je ne sais pas si en matière pénale, une pétition peut faire à ce qu'on revienne sur une décision. On a évoqué Oulon. Je pense que ceux qui ont lancé la pétition, ils sont pris un peu tard. Ils ont manqué de veille. Ça, c'est une action qu'il fallait lancer avant le début de la pétition. Même si aujourd'hui, le président du tribunal ou le tribunal décide d'accepter, ça veut dire qu'il faut reculer encore le procès. Parce que c'est tout un dispositif technique qu'il faut mettre en place pour que le procès soit filmé sur tous les angles. Et que, évidemment... Et la question, mais qui filme? Est-ce que c'est l'armée qui va filmer ou la justice militaire qui va filmer? Mais je crois que les pétitionnaires ne demandent pas autre chose. Ils demandent simplement que ce soit filmé. Pas forcément que ce soit les militants ou l'association qui le fassent, mais que ce soit gardé comme un document. Non, moi je suis sur le fond, moi je suis totalement d'accord sur l'objectif. Parce que c'est quoi? Contrairement à ce que pense Évariste. C'est ton droit? Non, que je revendique d'ailleurs. Non, contrairement à ce que lui pense, c'est vrai qu'il y a une dimension politique, mais je l'avais déjà dit ici. C'est Mariam Sankara et ses enfants qui ont porté plainte. Elle a porté plainte pour l'assassinat de son mari et les enfants pour l'assassinat de leur père. Ce ne sont pas les militants révolutionnaires qui sont allés déposer plainte pour l'assassinat du leader de la révolution démocratique et populaire. Ça, donc, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Mais pour le volet historique, la dimension historique de ce procès-là, effectivement, moi, j'ai vu des procès, des chaînes d'histoire qui ont ressorti des procès qui ont contextualisé pour que les jeunes comprennent ce qui s'est passé et qu'on tire des leçons pour l'histoire. C'est en cela que le filmer, ça a un intérêt pédagogique et pour l'unité nationale. Merci, Vokouma. On termine avec la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a lancé le Parti des peuples africains. Lui-même était donc le maître d'œuvre. Et voilà, et il prend la tête, mais il dit qu'il le fait pour pouvoir partir et qu'il a envie de partir, qu'il ne laisse pas la politique en même temps, qu'il reste comment il part et comment il fait la politique, qu'il reste, il ne partira pas, qu'il va mourir dans la politique. Bon, autant de phrases qui font que finalement on n'arrive pas à cerner la posture de M. Laurent Gbagbo, sauf que son parti des peuples africains, prône le panafricanisme dont on sait, pour certains, il est loin d'être une des personnalités, ou en tout cas en tout cas quelqu'un qui aime le panafricanisme avec tout ce qui s'est passé. Oulon.
Non, juste pour dire que les militants du CDP doivent tirer leçon de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait l'économie d'une bagarre avec Afin Guessan sur le FPI, il allait créer son parti. Vous voyez, on est sur d'autres chantiers. Voilà, donc il faut... Bon, Edi peut le faire aussi, comme de l'autre côté aussi, on peut le faire. Donc faisons l'économie et gagnons en temps. Voilà, gagnons en temps. On parlait de la situation sécuritaire. L'heure est grave et je pense qu'on n'est pas... C'est juste pour revenir sur l'histoire du CDP. Bon, je crois que pour Gbagbo, par rapport au bout de phrase que vous avez donné, c'est l'échauffement en attendant 2025. Il va dérouler son agenda et je crois que la vraie bagarre va commencer en 2025. Qu'il soit candidat ou pas, que Alassane décide d'introduire la clause. Mais ça permet aussi d'évoquer juste un aspect. Vous avez vu, il a commencé à s'agiter. On lui a rappelé qu'il est sous le coup d'une condamnation. Je crois que ceux qui parlent d'une justice instrumentalisée peuvent regarder du côté de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas même que la justice est instrumentalisée. Quelqu'un qui est condamné, il vient dans son pays. Pourquoi il n'arrête pas? Et c'est eux qui vont décider de l'agenda, du moment. Et le jour qu'ils vont vouloir, on l'arrête. Après, on rentre dans des bagarres. En Côte d'Ivoire, ils sont dans un agenda de réconciliation nationale. Et mais la condamnation... Le président Ouattara n'a pas voulu donc... Non, Lukman. La condamnation plane sur la tête du monsieur. Ils décideront quand ils vont l'arrêter. Quand ils vont ça, c'est à la justice, ce n'est pas au président. Quand il a accordé l'interview à une chaîne française, on l'a rappelé, le RHDP l'a rappelé qu'il est sous le coup d'une condamnation. On l'a rappelé. Mais est-ce que le responsable du RHDP, c'est un procureur? Oui, mais ça, c'est la politique politicienne, mais le procureur est libre de faire ce qu'il... Oui, mais je relève juste cet aspect pour que les gens comprennent l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On laisse Gbagbo s'agiter. L'horizon 2022-2023, quand ça va rentrer dans leur chronogramme, on l'arrête, on va faire du bruit, on l'enferme peut-être, ou on va trouver d'autres formules afin qu'on passe à d'autres choses. Beaucoup moins. Bon, Gbagbo quitte la politique. Non, il a dit qu'il ferait la politique jusqu'à sa mort. Il a dit ça. Oui, il a été clair. Donc, d'ailleurs, ça me conforte dans l'idée que j'avais développée en disant Gbagbo revient de la haie, il ne peut pas se mettre en retraite de la politique. Quand tu as rencontré Laurent Gbagbo deux fois, tu sens qu'il a ça dans le sang. Il ne peut pas s'en défaire. Oui, mais il a dit aussi qu'il choisira la façon dont il va faire la politique. Oui, bien sûr, oui. Mais qu'il voudrait donc mettre le PPA en marche pour la nouvelle génération. Oui, bon, moi je note qu'il est sorti de prison avec l'idée du panafricanisme en avant. C'est pas tombé au hasard, comme ça. Parce que quand il était à La Haye, le nombre d'Africains qui sont allés le rendre visite là-bas, qui vont aller manifester devant La Haye, le soutenir, c'est impressionnant. Toutes nationalités confondues. Je pense que ça a quand même aussi joué dans cette conviction que voilà, l'avenir dans le panafricanisme, même si le FPI déjà... Pour certains aussi, c'est une question, c'est un blanchiment politique. Après avoir fait avec le FPI, c'était l'ivoirité, l'extrémisme, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas réduire le FPI à l'ivoirité. Non. D'abord, le FPI n'est pas le concepteur de l'ivoirité. Ça, il faut le dire. On parle de la conception. Oui, il faut le livre. À quel moment l'ivoirité a eu des effets dévastateurs? Oui, mais il faut aller lire le livre de Henri Konan Bédié déjà. Vous allez voir tout ce qui est là. Mais sous le FPI, on a vu les escadrons, etc., les étrangers. Oui. La question est là. D'être panafricaniste. Non, donc Laurent Gbagbo, il sort avec l'idée du panafricanisme qui est très bien parce que tout simplement, ça a été dit, nous sommes des micro-États et face à la mondialisation, seul on ne pourra rien faire. Maintenant, la question qui a toujours été posée, c'est de savoir comment on y va. On y va avec des grands ensembles régionaux d'abord, par étapes, ou bien, comme Kadhafi l'avait voulu, on va tout de suite à un gouvernement panafricain, une banque panafricaine, un fonds monétaire internafricain, une armée panafricaine. Bon, ça, on est en train de spéculer. D'accord. Évariste Konsebo. La réalité est autre chose. Voilà. Évariste, si ce n'est pas un blanchiment, donc c'est une nouvelle perspective pour l'Afrique que Gbagbo est en train de dessiner. Il revient au père fondateur, Kwame Nkrumah, etc., sur le panafricanisme. Mais ça, c'est des discours. Même Nkrumah, quand il le disait lui-même, le premier n'était pas prêt à accepter, se mettre en arrière et amener son pays sur l'échiquier de l'Afrique. Bon, c'est des discours. Ils font ça parce que ça plaît. Parce que, bon, vous savez, c'est toujours ça. Hein. Maintenant, et même, j'ai suivi le discours de Gbagbo.
sur le plan du discours, il n'y a rien à dire. Il est panafricain. Mais on l'a vu ici quand il était aux affaires. Et moi, personnellement, c'est un monsieur pour lequel j'avais beaucoup de considération et de respect. Mais c'est l'évolution de la crise qui a fait que j'ai pris mes distances par rapport à ce monsieur-là. Bon, mais maintenant, n'empêche, hein, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui lutte. Je l'admire pour son caractère. Il a ses convictions qu'on peut critiquer. Bon, mais c'est vrai qu'il reste quand même un peu... il y a la rancœur un peu dans son discours, de ses paraboles. On sent de l'amertume. Mais je ne suis pas d'accord avec Oulon quant à dire qu'on peut l'arrêter à tout moment. Monsieur Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut arrêter selon... Non, je veux juste faire comprendre que la justice est instrumentalisée. Okay. Et on cherche le bon mot. C'est parce que justice... Il joue bien. Voilà, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui l'arrête pas. Il sent que s'il l'arrête, ça va créer des tensions. Moi, c'était juste... Est-ce que pour autant, c'est une instrumentalisation de la justice? C'est une instrumentalisation. Je vous prends l'exemple. Quand il y a eu l'élection contestée de Alassane Ouattara pour son 3e mandat, les policiers sont allés encercler le domicile de Henri Konan Bédié. On a interpellé d'autres personnes. On a posé la question au procureur. Est-ce que Henri Konan Bédié est en résidence surveillée? Est-ce qu'on va l'arrêter? Il dit qu'il n'est ni en résidence surveillée, ni arrêté. Mais de quel droit les policiers peuvent aller encercler le domicile d'un leader? C'est l'instrumentalisation de la justice, tout simplement. La police ne relève pas de la justice non plus, hein, donc il ne faut pas faire la confusion. Les policiers sont allés sous l'ordre du procureur. Ils ont été envoyés, c'est sous l'ordre du procureur. Écoutez, et il n'est pas en mesure de dire quel régime. Vous savez, tous les politiques instrumentalisent la justice partout dans le monde. Ça, c'est pas la peine qu'on se fatigue autour de cette question. C'est un cas flagrant. Et ça se passe dans tous les pays, à tout moment. Donc, on a vu Dominique Strauss-Kahn plein en France et partout. Ah bon? Ben oui, aux États-Unis. Il a été aux États-Unis, les gens dansaient à Paris, et puis après on se rend compte que petit peu. Bon, bref, ça veut dire que la justice. On pourra revenir sur ça. Tu fais la mimique pour eux, pourtant tu comprends très bien. Tu pourras de ce qui se passe. Maintenant, par rapport à la question du panafricanisme de Laurent Gbagbo, comme on l'a dit, et beaucoup l'a dit, quand il était à La Haye, beaucoup d'Africains sont allés le soutenir. Et quand lui-même il sort, il se rend compte que le positionnement du FPI pendant tout le temps a été le gros problème du FPI. Quand ils sont arrivés, moi je suis né en Côte d'Ivoire, je connais. J'étais à côté du FPI à sa création. C'était pas l'idée de départ. Mais ensuite, le pays c'est un peu... C'est pas Gbagbo qui a créé le concept d'ivoirité. Mais lui, il l'en a utilisé, il l'a instrumentalisé. Il a utilisé ça parce que ça l'arrangeait. Quand il parle d'Alassane Dramane Ouattara, il dit, bon, il est là, quand il est sorti, il n'a pas construit de maison à Ouagadougou, à Abidjan, il a construit à Ouagadougou. Il n'a pas fait ceci, il a fait cela. Bon. Pourtant, il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre dans son pays. Il confond ethnie et nationalité. Donc, il a joué un peu sur ce petit truc, mais il ressort de prison. Il a appris beaucoup de choses. Il veut se faire une autre virginité. Il sait que les Africains, les jeunes, sont beaucoup plus... Donc il fallait attendre que Gbagbo aille à la CPI pour apprendre que... On apprend partout. On apprend dans la douceur, on apprend dans la douceur, on apprend aussi dans la douleur. D'accord. C'est peu réducteur. C'est parce qu'il a fait la CPI. Non, je n'ai pas dit qu'il... Je n'ai pas dit que c'est pas ce que j'ai dit. Non, je réponds à ce que Luc m'entend à sa question. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, tu as suivi son combat politique. Au premier genre, il était quoi? Au premier genre socialiste. Mais voilà. C'était... Et puis ensuite, il change. Et quand vous regardez même autour de Gbagbo aujourd'hui, tous les faucons ne sont pas là. Tous les faucons ne sont pas là. Il veut se faire une autre virginité. Est-ce que la Côte d'Ivoire politique était... Donnons le temps à Gbagbo de voir. Donnons le temps à Gbagbo de voir. On l'a traité de boulanger. On va voir si effectivement il a changé de métier ou pas. Merci. Il n'est plus boulanger alors. On verra avec maintenant, certainement un architecte maintenant. Alors, merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à tous ceux certainement qui ont tenté aussi de nous joindre. Voilà. Merci. J'étais donc avec Oulon Atiana Serge, et donc les journalistes, directeur de publication de l'événement bimensuel d'investigation. Merci Oulon d'être passé. Évariste Faustin Konsebo, il est donc chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé, Évariste. Et puis Mamadou Ali Compaoré, journaliste, enseignant à l'ISTIC. Et puis enfin, dernier invité, Vokuma Joachim, directeur de publication de Kasseto.net. Merci pour la commission. Merci. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.